on va continuer et on va inviter sur la scène Karianne Pilon. On a la chance aujourd'hui de recevoir Karianne en personne. Elle est une membre de la Société québécoise de la déficience intellectuelle à Montréal et elle va nous partager des divers enjeux. Elle est coordinatrice du projet ROVI. Elle a développé son intérêt pour les thématiques de handicap et de l'inclusion dans le cadre de son projet de mémoire portant sur l'accessibilité à des infrastructures urbaines. Elle réfléchit aux enjeux liés aux handicaps dans une perspective intersectionnelle. Son rôle est de promouvoir le vieillissement actif et digne des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle. Pour y arriver, elle met en place une démarche concertée avec les personnes autistes et avec une déficience intellectuelle et leur entourage. Je passe la parole à Karianne. Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici présente, surtout en tant que personne qui étudie à l'UQAM, n'est-ce pas? Donc, d'être ici dans une université du réseau du Québec, ça me fait vraiment plaisir. Donc, le titre de la présentation d'aujourd'hui, c'est « Vieillir avec une déficience intellectuelle, mieux comprendre les besoins des personnes et de leur entourage », parce que, évidemment, le vieillissement, ça concerne premièrement directement les personnes, mais aussi toutes les personnes qui vont graviter autour des personnes, que ce soit les parents, la fratrie, les intervenantes, les travailleurs sociaux, les spécialistes de la santé, etc. Donc, avant de commencer, je voulais d'abord vous présenter un peu le déroulement de la présentation d'aujourd'hui. Donc, d'abord, je vais vous présenter assez rapidement le projet ROVI. Ensuite, je vais faire une courte mise en contexte sur le vieillissement des personnes avec une déficience intellectuelle, puis pourquoi c'est important de parler du vieillissement des personnes avec une déficience intellectuelle. Ensuite, je vais parler de transition vers la vieillesse. Ensuite, je vais parler plus spécifiquement des besoins des personnes et des familles et je vais finir avec, je l'espère, une petite causerie. Donc, si vous avez des questions, ça me ferait plaisir d'y répondre. Donc, d'abord, le projet ROVI. Donc, d'où est né le projet ROVI? En fait, le projet ROVI, c'est né d'un constat sur le terrain, donc celui que les personnes vieillissantes, autistes et ou avec une déficience intellectuelle vivaient souvent des barrières à plusieurs niveaux. Donc, que ce soit au niveau des transitions entre milieux de vie, mais aussi le maintien d'habitudes saines ou de participation sociale sur le terrain. Donc, à partir de ce constat-là, l'équipe de Sans oublier le sourire, qui est un organisme communautaire du Centre-Sud à Montréal, a décidé de faire une demande de subvention afin de créer la première phase du projet ROVI. La première phase du projet ROVI, ça a vraiment été une phase qui a permis de créer plusieurs outils pour favoriser le vieillissement digne des personnes avec une déficience intellectuelle ou des personnes autistes. Mais ça a aussi vraiment été une phase de défense de droits dans laquelle on a essayé de faire reconnaître tous les enjeux liés au vieillissement des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle. D'ailleurs, je tenais à spécifier que le projet ROVI s'intéresse vraiment au vieillissement des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle, mais aujourd'hui, je vais parler davantage, évidemment, du vieillissement des personnes avec une déficience intellectuelle, puisque c'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Il y a ensuite eu un contexte de transition parce qu'en fait, l'équipe de Sans oublier le sourire, qui est vraiment une petite équipe d'un organisme communautaire à Montréal, s'est rendu compte que l'enjeu du vieillissement dépassait vraiment largement le territoire qui était servi par Sans oublier le sourire. Donc, en fait, Sans oublier le sourire a décidé de se tourner vers des acteurs provinciaux de façon à ce qu'on fasse reconnaître les enjeux liés au vieillissement des personnes dans un contexte provincial. Ce qui a mené à la deuxième phase du projet ROVI. Je vais vous présenter un peu nos axes d'intervention maintenant. Donc, en fait, on a 4 axes d'intervention que vous voyez ici sur le schéma. Le premier axe, c'est vraiment l'axe de la sensibilisation et de la promotion. Donc, on essaie de faire de la sensibilisation autour des enjeux qui sont vécus par les personnes, mais également la promotion de bonnes pratiques. Nous avons ensuite l'axe défense de droits, donc évidemment défendre les droits des personnes, mais aussi entamer une conversation dans l'espace public sur ce que c'est le vieillissement, puis pourquoi est-ce que ça devrait être un enjeu d'intérêt public et politique. Ensuite, l'axe recherche, donc d'un côté, essayer de favoriser la tenue de projets de recherche, donc s'assurer qu'on fasse de plus en plus de projets de recherche sur le vieillissement des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle, mais aussi essayer de favoriser les transferts de connaissances entre les milieux de la recherche, puis
les milieux preneurs, donc les milieux qui vont être les plus susceptibles d'utiliser les contenus qui sont produits par les milieux de la recherche. Et puis finalement, on a vraiment l'axe concertation qui va être au centre du schéma ici parce que c'est un axe qui est qui va être transversal, donc dans tous les autres axes. On essaie vraiment de mettre en place une démarche qui va être concertée de façon à développer une compréhension commune des enjeux qui sont vécus par les personnes vieillissantes, autistes et ou avec une déficience intellectuelle. Je voulais maintenant vous présenter un peu plus concrètement la deuxième phase du projet Revie. Donc, c'est une deuxième phase qui va être portée par un nouveau comité porteur qui regroupe plusieurs organisations provinciales. Donc, il y a Amélie Durand-Lot, qui est la directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, qui est dans le comité porteur. Mais il y a également Lauriane Etienne, qui est la directrice générale de Proches aidants Québec. On a également Lily Plourde, qui est la directrice générale de la Fédération québécoise de l'autisme, et Élise Milot, qui porte tout l'aspect recherche du projet, qui est professeure et chercheur en travail social à l'Université Laval. Donc, pendant la deuxième phase, on a mis en place plusieurs initiatives, mais je voulais en présenter quelques-unes ici. On a notamment mis sur place une table de concertation qui se réunit 4 fois par année, de façon justement à donner la parole aux personnes vieillissantes autistes et ou avec une déficience intellectuelle, mais aussi à interpeller toutes les personnes qui gravitent autour de ces personnes. Donc, le but de la table de concertation, c'est vraiment de se rencontrer, d'échanger des informations et d'essayer de porter des dossiers ensemble. On a également créé 2 groupes de travail, un qui porte sur la question de l'habitation puis des enjeux qui touchent l'habitation pour les personnes vieillissantes. Puis on a également un groupe de travail qui porte sur la sensibilisation et la promotion. Donc on essaie avec ce groupe de travail-là vraiment de trouver des solutions justement pour faire la promotion du vieillissement digne des personnes. Je voulais également vous parler assez rapidement de nos outils de communication qui ont été mis en place assez récemment. Donc, on a un nouveau site web que vous pouvez consulter au www.projetrevie.ca. Sur le site web, vous allez notamment trouver des informations sur plusieurs thématiques en lien avec le vieillissement, mais également sur les outils qu'on a créés lors de la première phase du projet Revie. On a également créé une infolettre qui nous permet de rester en contact avec les personnes qui sont intéressées par le projet Revie. Et puis, finalement, on a créé tout récemment vraiment une programmation de transfert de connaissances. Programmation que vous pouvez trouver, encore une fois, sur le site web, puis qui va faire le tour justement de 5 thématiques différentes afin de mieux comprendre ce que c'est le vieillissement, avec des exemples concrets, puis des invités spéciaux qui vont pouvoir nous parler de leurs expertises respectives. Donc, assez parlé du projet Revie, je voulais vraiment plus me concentrer sur le vieillissement des personnes avec une déficience intellectuelle. Donc, on va passer à une mise en contexte. Mise en contexte, en fait, il faut savoir que le phénomène du vieillissement des personnes avec une déficience intellectuelle, c'est vraiment un phénomène assez récent. En fait, les personnes avec une DI ont vraiment une meilleure espérance de vie qu'avant grâce aux progrès qui sont réalisés dans les domaines de la médecine et des services sociaux. Il y a également le passage d'une logique qui va être strictement médicale, donc une logique qui va vraiment être orientée vers la déficience puis les moyens pour adresser la déficience, à une logique qui va être vraiment plus socio-environnementale, où on constate qu'on peut agir sur l'environnement des gens de façon à ce qu'ils puissent mieux participer à la société. Donc, la combinaison de ces différents facteurs, puis il y en a d'autres évidemment, mais que je ne prendrai pas la peine de nommer aujourd'hui, mais vont faire en sorte que les personnes vont vivre vraiment plus longtemps, puis elles vont avoir aujourd'hui une espérance de vie qui va être assez similaire à la moyenne des gens. Ce qui crée en fait un nouveau phénomène. Donc, en fait, pour une première fois, les personnes qui ont une DI vont être susceptibles de vivre aussi longtemps que leurs parents. Je voulais maintenant parler du vieillissement en parallèle parce que c'est vraiment un peu une conséquence de l'amélioration de l'espérance de vie des personnes. En fait, pour la première fois, puisque les personnes avec une déficience intellectuelle vivent beaucoup plus longtemps, les personnes et leurs proches vont vivre les effets du vieillissement en même temps. Et c'est ce qu'on va nommer le vieillissement en parallèle. Donc, il faut également savoir que même si les personnes avec une déficience intellectuelle vivent plus longtemps, assez souvent, elles vont vivre les signes du vieillissement de façon assez précoce. Donc, elles vont commencer à vieillir un peu plus tôt que la moyenne des gens. On parle généralement d'un vieillissement qui va commencer autour de 40-45 ans, selon la littérature. Donc, le vieillissement des familles, puis des personnes avec une déficience intellectuelle, va créer
en fait un nouveau phénomène qui est celui du vieillissement en parallèle. Puis ça va créer aussi une situation dans laquelle le vieillissement des personnes va influer sur le vieillissement des proches. Donc en fait, il va vraiment y avoir une relation de dépendance. Puis, voulais vous donner peut-être un petit exemple. On pourrait penser, par exemple, à une personne avec une DI de 55 ans qui pourrait habiter dans son milieu naturel, donc chez ses parents. Puis, cette personne-là pourrait, par exemple, faire plusieurs tâches ménagères ou la cuisine parce qu'elle est encore assez active. Puis, le parent, de son côté, pourrait bénéficier évidemment des services rendus par la personne, mais pourrait aussi rendre des services en échange, comme par exemple amener la personne à des rendez-vous médicaux ou s'assurer que la personne se rende au travail si elle travaille encore. Donc, évidemment, le phénomène du vieillissement en parallèle va créer des nouveaux besoins dont je vais parler un peu plus tard dans la présentation. Je voulais maintenant parler du concept de transition vers la vieillesse, puis je voulais débuter cette partie avec une petite question. Puis c'est un peu une question rhétorique parce que je pense que je connais déjà la réponse, mais je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà ressenti de l'inconfort pendant une transition ou à l'aube d'une période de transition? Je me doute que la réponse, c'est oui. Moi, par exemple, je viens de finir mes études. En fait, ça fait déjà 2 ans, mais j'ai l'impression que c'était hier encore. Puis je me souviens très bien de comment je me suis sentie quand je suis arrivée sur le marché du travail, puis de ce que j'ai ressenti au moment où j'ai dû commencer mon travail justement dans le cadre du projet Revie. Donc, si on parle de transition, en fait, c'est vraiment important de mettre de l'avant qu'il existe plusieurs formes de transition. Donc, le mot transition va vraiment faire référence à un moment de passage. Donc, ça peut être le passage d'une situation à une autre, mais également le passage d'un moment à un autre, d'un service à un autre, etc. Donc, les personnes avec une déficience intellectuelle vont souvent être confrontées à des périodes de transition dans leur vie. Puis, ça va être des périodes pendant lesquelles les personnes vont vivre des changements qui vont vraiment bouleverser leur vie. C'est d'ailleurs vraiment important de mettre de l'avant que les personnes avec une déficience intellectuelle vont souvent vivre des transitions qui sont dites non planifiées. Donc, en fait, les personnes vont vivre la transition du jour au lendemain sans pouvoir s'y préparer, ce qui, évidemment, va avoir des conséquences assez graves sur le bien-être de la personne. Je voulais maintenant donner quelques exemples de transition. Donc, évidemment, on a le passage à la retraite. Puis, en fait, assez souvent, le passage à la retraite est forcé chez les personnes avec une déficience intellectuelle parce qu'elles sont jugées plus aptes, en fait, à travailler. Il pourrait également y avoir l'exemple des déménagements, donc un déménagement d'un endroit à un autre, comme du milieu familial à une ressource d'hébergement, par exemple. Puis là encore, c'est souvent des transitions qui sont non planifiées parce que le déménagement pourrait être lié, par exemple, au décès du parent ou à la maladie du parent, ce qui fait en sorte qu'on doit agir dans l'urgence. Il peut également y avoir des changements au niveau des activités qui vont être pratiquées, comme les activités de loisirs, le bénévolat, le fait de fréquenter un centre de jour. En fait, puisque souvent les activités qui vont être proposées ne sont pas forcément adaptées aux besoins des personnes vieillissantes, ça crée des situations où la personne ne peut plus se rendre à l'activité parce qu'elle n'est plus en mesure d'y participer activement. Puis, finalement, je voulais donner l'exemple de l'hospitalisation. Évidemment, on ne sait jamais à quel moment on va tomber malade. Donc, ça peut vraiment être une transition qui est difficile à vivre, le fait d'être hospitalisé pour une personne avec une déficience intellectuelle. Je voulais maintenant, avec le reste de ma présentation, essayer de répondre à cette question. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de préparer la transition vers la vieillesse? Je voulais, moi aussi, faire une analogie avec la Teva. J'aurais peut-être dû parler à Olivier, donc je ne vais pas repasser sur la démarche au complet, mais je vais me servir un peu de ce qu'Olivier a dit pour montrer justement que de la même façon qu'il est important de préparer la transition de l'école vers la vie active, c'est important de préparer la transition de la vie adulte à la vieillesse. Donc, j'ai préparé environ 6 points sur lesquels j'aimerais discuter de façon justement à vous montrer pourquoi c'est important de préparer la transition vers la vieillesse.
Donc, c'est important de préparer la transition vers la vieillesse parce que ça va vraiment permettre de parler assez ouvertement des changements à venir, donc des changements de toutes sortes d'ailleurs. Donc, ça peut être les changements au niveau du corps, par exemple, comme des changements hormonaux avec la ménopause ou l'andropause, mais ça peut également être des changements qui vont plus être de l'ordre cognitif. Donc, par exemple, un début de démence, des atteintes frontales ou d'une dégénérescence quelconque. Ça va vraiment avoir des conséquences sur le corps et la façon dont la personne va fonctionner. Donc, c'est important d'en parler avant que ça arrive. Il peut, comme je l'ai dit un peu précédemment, avoir des changements liés à des déménagements ou à des transitions. Donc, ça aussi, c'est un sujet dont on peut discuter avec la personne pour mieux préparer la transition vers la vieillesse. Il peut également y avoir, évidemment, des changements dans la structure familiale qui peuvent être liés à diverses raisons, mais dans un contexte de vieillissement, on peut notamment penser, par exemple, à la maladie, au décès d'un proche ou à différents conflits. La deuxième raison pour laquelle c'est important de préparer la transition vers la vieillesse, c'est pour partager les responsabilités. Donc, un peu comme dans la démarche Teva, en fait, dans le projet Revie, on croit vraiment que c'est important de préparer la transition vers la vieillesse avec le réseau de la personne. Donc, la personne avec une DI, évidemment, mais également sa famille, ses intervenants, les personnes qui la suivent régulièrement, etc. Le fait de partager les responsabilités va aussi vraiment permettre de réfléchir aux besoins de toutes les personnes qui vont être impliquées dans le processus de transition. Parce qu'évidemment que la personne avec une DI a des besoins, mais il y a aussi les membres de son entourage qui en ont, puis ça permet de mieux réfléchir ensemble aux besoins de tout le monde de façon à faciliter les transitions de tout le monde. Et puis, finalement, ça va vraiment permettre de limiter les inquiétudes qui sont liées au vieillissement. Évidemment, lorsque les personnes avec une DI vieillissent, elles sont inquiètes parce qu'elles sont très incertaines par rapport à leur futur, mais les parents aussi des personnes avec une DI sont très inquiets par rapport au futur de leurs enfants. Donc, le fait de partager les responsabilités, ça permet vraiment de savoir qu'on peut compter sur un réseau solidaire pour la suite des choses. Ensuite, ça va vraiment permettre de favoriser les communications. Donc, ça va aussi permettre de transférer les informations dans un contexte opportun. Donc, que ce soit au niveau des antécédents médicaux ou des habitudes de vie ou des moyens de communication préférés de la personne. Le fait de préparer la transition vers la vieillesse, ça permet de transmettre les informations dans un contexte qui est non urgent. Donc, de s'assurer qu'on prend vraiment la peine de se poser puis de discuter des informations importantes avec les personnes qui vont assurer les transitions. Ça va également permettre l'implication des personnes dans le processus de transmission d'informations. Puis je voulais ici vous donner un exemple, puis je l'ai amené ici, l'exemple du cahier de vie, un peu trop loin pour voir, mais j'ai des cahiers de vie avec moi si vous en voulez. Mais grosso modo, le cahier de vie, c'est vraiment un outil qui a été créé pendant la première phase du projet Revie, dans lequel on essaie vraiment de permettre à la personne de raconter son histoire, d'exprimer ses préférences, ses goûts, ses valeurs, de façon justement à favoriser ses transitions dans différents milieux de vie. Mais c'est un cahier qui a été créé en communication claire avec des pictogrammes. Donc, il peut être utilisé par les personnes avec une DI. Puis, c'est vraiment conçu de façon à favoriser les communications avec l'entourage. Ensuite, le fait de préparer la transition vers la vieillesse va vraiment permettre de soutenir l'autodétermination. Donc, l'autodétermination, évidemment, c'est la possibilité de se déterminer, de choisir ce qu'on veut faire de sa vie, d'avoir du contrôle sur sa vie. Donc, quand on donne la possibilité à quelqu'un d'avoir du contrôle de sa vie, on lui donne aussi la possibilité de choisir comment il vieillit. Puis, ça va permettre à la personne également de nommer ses valeurs, puis de nommer ses préférences, de façon à essayer d'aligner son vieillissement justement avec ses valeurs et ses préférences. Parce qu'évidemment, on n'a pas forcément tous envie de vieillir de la même façon, puis il n'y a pas forcément de bonne façon de vieillir. L'important, c'est vraiment juste de vieillir comme on souhaite vieillir. Ensuite, oui, la préparation de la transition vers la vieillesse va permettre de planifier la retraite.
Puis les personnes avec une déficience intellectuelle doivent planifier la retraite, peu importe le type de travail qu'elles vont faire. Donc, peu importe que ce soit un travail à temps partiel ou que ce soit le fait de fréquenter un centre de jour ou encore de travailler sur un plateau de travail, vraiment une réflexion qui doit s'installer autour de qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on est à la retraite. Donc, le passage à la retraite, évidemment, va amener tout plein de changements, dont, par exemple, la diminution des moments de socialisation. Puis ça peut vraiment avoir de grandes conséquences sur les personnes. Ça peut également être une période où les personnes vont ressentir beaucoup d'ennui puis avoir l'impression d'être un peu coincées chez elles avec rien à faire. Donc, le fait de planifier sa retraite, ça va vraiment permettre d'identifier des activités alternatives qui vont permettre aux personnes de trouver un sens à leur vie puis de se sentir aussi utiles en société. Et puis finalement, j'ai gardé le pire pour la fin, mais c'est vraiment dans une perspective un peu préventive. Mais le fait de préparer sa transition vers la vieillesse, ça va vraiment permettre de parler de sujets qui sont peut-être un peu moins agréables, comme le deuil et la mort. Donc, en fait, le deuil et la mort, évidemment, ça peut être des concepts qui sont très difficiles à comprendre. Par contre, les études tendent à montrer que les personnes avec une déficience intellectuelle comprennent assez bien les deux concepts. Par contre, elles vont peut-être avoir un peu de difficulté à comprendre les circonstances qui vont entourer le deuil et la mort. Donc, c'est possible de parler de ces deux sujets en amont, donc d'essayer de faire un peu de préparation avant que les personnes vivent un deuil, par exemple, ou la mort d'un proche, de façon à essayer de faciliter les communications autour des émotions qui vont être ressenties. Parfait, je vais continuer. Mais oui, c'est des sujets qui sont vraiment très sensibles. Puis généralement, c'est important justement d'en parler avec des pincettes, puis de s'assurer qu'il y a des personnes intervenantes qui sont présentes sur le terrain quand on parle de ces sujets assez difficiles. Je voulais maintenant parler des besoins des personnes et de leurs familles. Puis ça va être assez rapide. Donc après, si vous voulez, je pourrais répondre à des questions. Donc, les besoins des personnes. Évidemment, les personnes ont besoin de faire des activités qui vont être adaptées, donc des activités qui vont être adaptées à leurs compétences, à leurs capacités, à leur âge, à différents rythmes aussi, sachant que souvent, en vieillissant, malheureusement, on a peut-être un peu plus de difficultés à effectuer des activités rapidement. Les personnes vont également avoir besoin d'outils pour favoriser la communication en lien avec les changements qui vont prendre place lors de la vieillesse. Donc, c'est vraiment important, un peu comme le cahier de vie le fait, d'essayer de parler de ce qui se passe dans le corps, de ce qu'on ressent à mesure qu'on vieillit, de façon à favoriser les transitions. Il va également y avoir un besoin, évidemment, de services adaptés. Puis, on sait qu'on est dans un contexte d'austérité, donc il y a plusieurs coupures qui touchent les services présentement. Mais si on veut que les personnes vieillissent dignement, c'est vraiment important d'investir des sommes assez importantes dans les services adaptés, mais aussi de faire des projets de recherche sur les besoins des personnes de façon justement à pouvoir faire des recommandations aux services. Puis finalement, c'est un peu ce que j'aimerais que vous reteniez de ma présentation d'aujourd'hui, mais c'est important d'apporter du soutien aux personnes pour qu'elles puissent justement mieux planifier leur transition vers la vieillesse. Je voulais maintenant parler assez rapidement aussi également des besoins des familles. Donc, les familles ont évidemment de plus en plus besoin de services de répit à mesure qu'elles vieillissent, évidemment, parce que, comme je l'ai dit un peu précédemment, il y a un contexte de vieillissement en parallèle. Donc, les parents vont avoir de moins en moins d'énergie pour s'occuper de leurs enfants. Puis, ils vont avoir besoin de plus en plus souvent de répit. Donc, c'est important justement d'investir dans les services de répit de façon à pouvoir offrir du répit aux parents vieillissants. Il y a également un besoin de plus de services de soutien à domicile. Donc, s'assurer justement qu'on arrive à maintenir les personnes dans leur milieu naturel en offrant de plus en plus de services à domicile. On sait que le fait de maintenir les personnes à domicile, ça nous coûte moins cher en tant que société, mais que ça permet aussi aux personnes de conserver leur autonomie puis de rester dans leur noyau familial. Il va également y avoir un besoin de plus de services qui vont répondre vraiment à des besoins qui sont émotionnels ou psychologiques. Donc, essayer de faire en sorte qu'au-delà que des services, par exemple, offerts à domicile, il y ait aussi un soutien qui va permettre aux personnes de mieux se préparer
lors des périodes de transition, puis de pouvoir exprimer les émotions qu'elles ressentent, comme l'inquiétude par rapport au vieillissement de leurs enfants, par exemple. Puis finalement, et je le redis parce qu'encore une fois, c'est ce que j'aimerais qu'on retienne de la présentation d'aujourd'hui, mais vraiment essayer de soutenir la planification également chez les personnes proches aidantes, chez les familles. Donc, essayer de mettre en place des outils pour que les personnes puissent réfléchir avec leurs proches au vieillissement puis aux conséquences du vieillissement sur la vie des proches et des personnes. Donc, de mon côté, c'est déjà tout. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport au projet ou à certaines des thématiques dont j'ai parlé. Ça me ferait plaisir d'y répondre. Nous, en tant que déficients intellectuels, là, on mérite le double respect. Oui. Puis d'arrêter de dire qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie. On n'aime vraiment pas ça. Puis nous, on essaye de s'occuper, s'amuser. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Alain, tiens. Une dimension aussi qui existe, que je pense qu'on va voir davantage, c'est les familles, le nombre d'individus qui composent une famille. Maintenant, des grosses familles, là, c'est 3, 4, 5, des familles de 8, 10, 12, il n'y en a plus. Puis ça hypothèque un peu l'inventaire des gens qui vont pouvoir prendre le lien, faire le lien avec les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Fait que je me projette dans le temps, peut-être dans 10, 15 ou 20 ans, ça va être dorénavant plus le système et la société qui vont en prendre soin, j'imagine. Pour sûr. Puis je pense que c'est aussi important de parler du rôle de la fratrie, là aussi, au-delà du rôle des parents, là, sachant que, justement, quand les parents sont plus là pour s'occuper du reste de la famille. C'est ça, je veux dire que si une personne qui vit avec une déficience intellectuelle a un ou pas du tout de frère ou de sœur, avec le départ des parents, l'inventaire est facile à compter. Donc oui, évidemment qu'on va arriver à une période du temps où certainement peut-être qu'il va y avoir de moins en moins de personnes proches aidantes et de plus en plus de personnes qui vont être des travailleuses et des travailleurs qui vont devoir prendre en charge la transition vers le vieillissement, en effet, oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux me promener avec le micro? Oui, non? Oui. Oh. Madame Rioux? Bien, moi, je trouve que les proches aidants doivent être supportés, comme tu l'as expliqué au niveau de la famille. Puis, ça peut être aussi des travailleurs, mais moi, je crois beaucoup à l'aidance, aussi au niveau des bénévoles. Et aussi au niveau des étudiants qui ont des stages à faire, qui ont des implications à faire dans la communauté. Je pense qu'il faut élargir aussi au niveau du support aux aidants. Puis il y a même une belle recherche qui se fait ici à l'Université du Québec sur les proches aidants. Je suis 100% d'accord que les proches aidants ont un rôle vraiment très important à jouer dans la prise en charge du vieillissement, puis qu'on devrait peut-être mieux reconnaître la valeur justement de leur travail avec différentes initiatives. Puis c'est vrai aussi qu'on peut penser que oui, dans les milieux du bénévolat, il y aurait aussi certainement moyen d'adresser les besoins des personnes vieillissantes. Merci beaucoup pour le commentaire. Bien vieillir chez soi. Oui, exact. Merci. Viens. C'est toi. Moi, la famille, ma soeur, mon frère, et Télésia, Michel, Gaga, tout le monde la gagne. La famille, oui, Étienne, je t'aime. Merci, Étienne. C'est moi, oui. Demain. Merci beaucoup. Il dit que lui, la famille, Agathe, Nathalie et tout, ce qui reste, il les aime toutes, puis il dit qu'il m'aime. Et puis il dit qu'il vous aime aussi. Merci beaucoup.
Puis nous, on se rappelle de toi comme étudiante. Je sais pas si toi, tu te rappelles de nous, mais tu mets de la joie partout. Fait que je veux rehausser te dire en disant merci à ce que tu nous apportes. Moi, je me rappelle quand tu étais à l'UQAR, puis tu faisais beaucoup de tâches, puis moi, je me rappelle de ton nom. C'est Francis, c'est ça? Oui. Enchantée. S'il n'y a pas d'autres questions, on va dans quelques instants. C'est les gens qui veulent se joindre. Ben, oui, Caroline, tu aurais une question? On les prend toutes. On prend toutes les questions. Aussi, la déficience, c'est d'avoir aussi des droits, puis aussi de respecter les personnes comme ils sont, même quand ils sortent, même quand ils sont avec en famille d'accueil. Puis aussi d'être en famille, puis de respecter les personnes. C'est important, ça. Comme moi, j'aime beaucoup ma famille d'accueil, j'aime beaucoup Marie-Diane. J'aime beaucoup Francine aussi, j'aime beaucoup mes amis. Merci. Mais oui, puis c'est ça. Oui, merci beaucoup pour le commentaire. C'est vraiment très important, oui, de respecter les droits de tout le monde, même ceux, justement, qui sont en famille d'accueil, pas juste ceux qui ont... Moi, j'aimerais vous dire ce que j'aime pas, moi, quand on regarde marcher, puis qu'à cause j'ai des problèmes de hanche. J'aime pas qu'on rie de moi parce qu'à cause que je marche au palais. Oui. J'ai très de la misère avec ça. Donc, il faut ça faire veut dire vous pouvez observer, mais les critications là, de ça, là, non. Oui, c'est vraiment important de faire de la sensibilisation autour de la différence. Puis, c'est aussi ce qu'on essaie un peu de faire avec le projet Revie. Merci pour le commentaire. Ça fait longtemps que je suis comme ça, puis il n'y a plus rien à faire avec ça. Merci. Quelqu'un d'autre qui voulait parler? Martin? Bonjour. Bonjour. Mon nom, je m'appelle Martin. Moi, la question, est-ce qu'il y a des programmes à déficience, je veux dire, qui est plus adapté comme... parce que moi, je suis allé en cours régulier, je suis des cours de français, tout ça, enrichi, mais je veux savoir, est-ce que en déficience, as-tu des matières plus adaptées à leurs besoins? Ben, je dis du français plus français plus simple. Je veux dire, est-ce que y a du français plus simple ou c'est... L'éducation, c'est pas ma spécialité. Je pense que oui. Qu'il y a des, oui, il y a des façons pour... Oui, exactement. OK. Mais merci pour la question. Moi, je suis arrivé pendant la retraite bien vite. Je ne sais pas si le monde me connaisse. Moi, je travaille à l'hôpital, tout ça. Moi, je fais du ménage aussi, 500 en pension. Moi, j'ai fait ma propre ménage. Moi, je suis arrivé pendant la retraite bien vite. Là, j'ai 63 ans. Puis je continue ma vie quand même. Ça m'aide, comment tu me dis... je n'arrête pas, moi, je continue de vivre. Je continue à m'en sur le temps. Oui, est-ce que vous faites des activités? Oui, ben là, je suis embarqué avec ma dynamique carrément aujourd'hui. Ah, oui, super. J'aide aux personnes handicapées carrément. Avec les autres mondes qui s'occupent de moi carrément autour de moi. Moi, je fais du ménage, suspension. Moi, je passe je fais du ménage, puis je lave les tables. Passe la bailleuse, je lave les plancheries, les machines. Moi, je fais ça, puis je fais du papier commencé, puis je fais du carton carrément, tout ça.
Puis là, je suis avancé, je t'avais prendre bien vite ma retraite bien vite. Je m'en vais 64. Je m'en vais 64 bien vite, carrément, là. Puis je continue de vivre, je continue jusqu'à ma mort. Oui. Carrément. Je suis vraiment heureuse de l'entendre parce que oui, prendre sa retraite. Oui, je t'avais. Oui, je mort. Oui, je t'avais. C'est ça. Puis, j'ai parlé avec mon frère pour ça, puis elle a posé une fêtée carrément. Pour ça, pour ma retraite. Là, je peux avoir un cycle électrique carrément. Puis je continue de vivre, je continue de travailler quand même, puis j'arrête pas. Tant que je savais tout le temps. Ça. Faut continuer à vivre carrément. Oui, à travers de ça. Pas lâcher, non. Faut pas lâcher prise. Faut continuer de vivre quand c'est le temps. Oui. C'est l'heure, là, carrément. C'est ça. Oui. Merci beaucoup. Ça rien de plaisir. Jessie, oui, Jessie, je reviens. Jessie. Allô, je m'appelle Jessie. Juste te dire que c'est très beau de te présenter. C'est vrai que des fois, parler de la mort, c'est pas trop fun pareil, mais ça fait partie de la vie. Mais juste te dire que je vous remercie pour te présenter. J'espère que ça va aller plus loin. Puis même depuis le début aussi, la conférence, c'est vraiment plus beau cette année. Puis c'est ça, j'espère qu'on va avoir la nouveauté. Merci. Merci beaucoup pour le commentaire. Merci, Jessie. Il y avait une autre question ici. Merci, bonjour. Moi, c'est Marie-Hélène, native de Matane. Je demeurais au 945 du phare Est, sur la côte, juste avant le petit Matane, qui se rendait au 2e rang. Pourquoi je peux vous parler, c'est que avec l'école, je fais un cours de français et du vocabulaire en anglais. Présentement, j'ai pas de mathématiques parce qu'elle préfère que je finisse mes 2 matières pour monter de niveau, pour me remettre à jour. Et puis, côté travail, je vais chez Malenfant le mardi matin et le jeudi matin. Je coupe des légumes, préparer des salades, des fois couper des fraises, couper des viandes déjà cuites comme poulet, viande pressée, couper des petites patates, couper des légumes, de la salade, piment, oignons, radis, des fois des pommes de terre. En fait, piment. En fait, c'est pour... ce qu'elle me demande, c'est pour des buffets, pour les menus de la journée. En gros, c'est ça. Puis, une avant-midi, c'est très vite passé. Je ne vois pas le temps passer. Puis on a 15 minutes de pause. On est gâtés. Sur le travail, ben, c'est sûr, mes rêves personnels. Côté école, des beaux programmes, c'est pas qu'il n'y en a pas dans les écoles, il y en a. Je voudrais réussir d'ici juin pour ensuite choisir quelque chose dans lequel je vais me sentir bien. Oui. Mais quand tu dis vraiment bien, il faut que tu sois vraiment à l'aise de A à Z. C'est normal pour ton esprit, ton cœur, ton corps, il faut que tu sois bien. Sinon, va pas te stresser davantage. C'est mieux d'être bien planifié avant, puis être heureux 365 jours par année. J'ai l'air drôle comme ça, mais j'ai l'air drôle un peu, mais non, comme je disais, il y a des beaux programmes qui existent, des belles orientations. Côté travail, c'est sûr que j'aimerais avoir peut-être une journée de plus, travailler dans des fast-food, Subway, Tim Hortons, un restaurant chinois. L'idée, c'est d'aller chercher de l'expérience, un plus à mettre sur le CV. Puis je me sens jeune. Pour moi, j'ai 20 ans, j'ai pas vieilli. Les années passent, ça c'est vrai. Mais moi, je trouve que j'ai pas vieilli. Fait que je me dis, je suis disponible autant de jours que de nuit. Puis si jamais il y a un horaire qui se présente la nuit, ben je serais d'accord de la prendre.
Ça ferait une expérience de plus à mettre sur le CV. Mais tout ça pour vous dire que il y a tellement de belles choses, faut pas passer à côté. Faut pas baisser les bras non plus. Faut pas se décourager. On est plus proche du but qu'on pense. Des fois, on se pense un petit peu loin, mais des fois, c'est pas grand-chose, puis le déclic se fait, puis je suis un peu gênée de nature. C'est vrai aussi, mais ça, faut que je travaille là-dessus. Hein. Mais sur le plan personnel et professionnel, je veux réussir. Pour être heureuse, comme ça, en étant heureuse, ben, ça rend les gens heureuses autour de moi. Puis que peut-être que le bon Dieu va répondre à certaines de mes prières. Sur ça, je vous dis bon après-midi à toutes et à tous. Merci de m'avoir écouté. Oui, avec plaisir. C'est et un beau bon projet, succès 2025 et 2026. Moi aussi. À nos bénévoles, nos travailleuses à domicile et les amis à la maison aussi. À vous tous, le personnel de l'UQAR. Et bonne année 2025. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour Karianne? Sinon, je vous invite, tranquillement, pas vite, dans peut-être une quinzaine de minutes, je vais passer la... Non, ça, c'est pas à moi de dire ça. Je vais passer le micro. Tu vas aller là-bas. OK. Bon. Bien, merci pour tous vos beaux discours. C'était vraiment touchant à entendre. Puis, on a appris beaucoup de choses au travers de ces discussions. Donc, pour finaliser, en fait, on va faire ça très rapidement, mais on vous invite à poursuivre là, à l'extérieur parce qu'il va y avoir un buffet. Donc, avec aussi là, des choses à boire. Donc, on pourra poursuivre la discussion là, en bas à l'Atrium ou à la cafétéria, en fait, là, pour ceux qui ne savent pas nécessairement où est l'Atrium. Donc, merci infiniment à l'ADIR, à Alain Lepage, à Jade Aubu et à Sylvain Letcher pour leur engagement précieux qui permet à cette conférence de perdurer. En fait, ils permettent d'enrichir nos compréhensions des enjeux liés à la déficience intellectuelle, puis leur dévouement justement envers cet événement de la semaine de la déficience intellectuelle continue à bâtir une société qui est, on espère, de plus en plus inclusive et ouverte à la diversité. On exprime également notre profonde gratitude aux personnes conférencières pour leur intervention très enrichissante, ainsi qu'aux organismes et tous les spectateurs qui ont fait le déplacement pour assister à cette conférence. Merci à vous. Votre présence et votre intérêt témoignent de l'importance de ces échanges et de votre engagement envers l'inclusion. Donc, on demanderait à Sylvain et à Jade et à Karianne, puis à Alain de venir sur scène. Sylvain, aussi. En fait, à vous quatre de venir sur scène. On a un petit quelque chose à vous remettre pour vous remercier. Je peux commencer par Karianne. Jade est en train de préparer le buffet, probablement. Donc, vous pouvez vous asseoir, on va juste vous apporter un petit cadeau. On peut les applaudir. C'est plutôt ici. Et on va juste vous dire. Puis, en fait, on va pouvoir continuer les échanges à l'Atrium. Puis, on va également mettre à disposition une carte. Donc, vous pourrez laisser vos mots à Sylvain, à Alain et à Karianne, ou des réflexions qui vous sont venues à l'esprit, des enjeux justement que vous avez soulevés. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Vraiment, laisser, ou des dessins si vous voulez. C'est une carte qui se veut inclusive, puis pour faire passer un message et continuer l'inclusion. Donc, on vous remercie encore, puis on espère continuer dans les prochaines années à faire des événements comme ça pour la Semaine de la déficience intellectuelle.
Aviez-vous d'autres mots?